Bonjour à tous et bienvenue, il est 13h pile. Nous avons rendez-vous ensemble pour cette conférence live Before Bank. Je suis heureux de vous retrouver pour cette thématique où et comment placer son argent en 2013 avec deux experts autour de la table. Aurélie Fardeau. Bonjour Aurélie. Bonjour. Vous travaillez chez Mieux Vivre Votre Argent. Vous êtes journaliste argent et patrimoine, donc spécialisé sur toutes ces questions. Mieux Vivre Votre Argent qui retransmet aussi cette conférence live et on est ravis de vous avoir parmi nous. À vos côtés, on trouve Hubert Tassin. Hubert Tassin qu'on ne présente plus. Il a dirigé les rédactions de BFM Business, Investir, Journal des Finances et il a l'occasion de collaborer avec Décideur TV de façon régulière. Bonjour et bienvenue Hubert. Bonjour Thomas. On va donc entamer cette conférence live avec plusieurs questions qui nous sont déjà parvenues en amont. On va prendre celles que vous allez nous envoyer en direct, bien sûr. C'est tout l'intérêt de cette émission interactive. Et on va essayer de comprendre comment, en fonction des différentes classes d'actifs, on peut essayer d'optimiser ce qui doit l'être en 2013, que ce soit sur l'immobilier, l'assurance vie, la bourse ou encore d'autres produits d'épargne. Avec peut-être pour commencer et rentrer tout de suite dans le vif du sujet, une actualité toujours un peu la même, européenne, et un dossier brûlant, celui de Chypre. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion, conclusion c'est peut-être trop tôt, mais qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ce qui se passe sur Chypre actuellement, Aurélie ? Alors effectivement, faire des conclusions à l'heure actuelle, c'est un peu tôt parce qu'on ne sait pas au juste quelle décision va être prise et quelle décision sera validée par le Parlement chypriote, ce qui est quand même le plus important. On a évoqué, on en a beaucoup parlé dans la presse, la taxation des dépôts. Donc, ce qui est loin de faire l'unanimité. Et ce qui fait peur à tous ceux qui nous regardent, parce qu'ils se disent, bon ok, Chypre c'est peut-être loin, c'est peut-être une île, une petite île, mais malgré tout, est-ce que ça ne va pas travailler certaines administrations fiscales, on les connaît, elles sont toujours très inventives. C'est, je pense, une solution qui intéresserait effectivement beaucoup de pays si c'était... parce que ça paraît en fait facile à mettre en œuvre, on ferme les banques, on prend 10% de tout ce qui est Alors tous les banquiers stocké. disent que ce n'est pas possible ici en France. Quel est votre sentiment Hubert ? Alors d'abord, ça a été envisagé, puisque une loi dans les années 30, le gouvernement d'Édouard Herriot a proposé à peu près la même chose avec un taux qui était plus faible, et le cartel des gauches a repoussé. Donc ça n'est jamais arrivé dans ce pays. Ça n'est jamais arrivé dans ce pays, mais ça a été jusqu'au projet de loi. Ouais. Donc ça paraît inenvisageable. Là, on est dans un cas extrêmement particulier, puisqu'on est dans le cas d'un paradis fiscal qui est en train de sauter. Alors un paradis fiscal, théoriquement, ça ne peut pas sauter, puisque ça a des afflux d'argent. Ça a plus d'argent qui rentre que d'argent qui sort. Donc un paradis fiscal, est-ce qu'il peut avoir une monnaie comme l'euro ? Ça se discute. Alors moi, ce que je retiens surtout, c'est quand même le grand calme des marchés. C'est Chypre saute, ouais. So what ? On est à des records, il faut le rappeler, à Wall Street, voilà. Des records historiques, c'est-à-dire qu'on n'a jamais été aussi haut, même dans les années 2000, même dans les années 2007, on dépasse record sur record. On a un peu l'impression ces dernières semaines, voire ces derniers mois, qu'il peut se passer n'importe quoi. De toute manière, les marchés vivent leur vie joyeusement. À mon avis, parce que les acteurs de marché ont le sentiment que le risque systémique s'est éloigné et que quoi qu'il se passe, l'euro perdurera. Oui, alors ça c'est le risque systémique. Ce qui s'est passé en réalité, c'est très simple. C'est qu'on a un bouleversement du commerce mondial, la mondialisation, afflux de liquidités sur des équipes des balances commerciales sur la Chine, puis soutien artificiel à la consommation américaine, puis les banques sautent, puis les États sautent, risque systémique. Et quelle a été la réponse ? Ça a été de donner des liquidités, alors ça a des noms barbares, quantitative easing, etc. Ces liquidités, qu'est-ce qu'elles font ? Elles ne vont pas dans les salaires. Elles ne vont pas dans les coûts des biens produits, puisqu'on est quand même en mondialisation et en lutte pour les coûts. Elles vont sur les actifs, ce qui fait qu'aujourd'hui, de manière pas très très surprenante, mais presque mécanique, les actifs sont au plus haut, Wall Street est au plus haut, l'immobilier n'est pas loin d'être au plus haut. En Europe, on n'y est pas encore, on est encore loin des 7000 points qu'on avait vus. En Europe, on est loin, puisque finalement... Sur les actions. Sur les actions, on n'y est pas, on y est sur l'immobilier, oui. y compris à Paris, mais y compris à Londres, à Francfort, même à Berlin, et on y est sur les obligations n'ont jamais été aussi chères, parce que les taux n'ont jamais été aussi bas. Alors voilà, on a campé le paysage, ça prouve, on subodore qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où se cacher au vu de cette description. Je vous invite à poser vos questions, bien sûr, à nos spécialistes
spécialistes en direct. On commence avec des questions qui nous sont parvenues en amont de cette émission. Une question d'Hervé, justement, sur l'immobilier. C'est un peu ce que tout le monde anticipe, mais ça fait presque de nombreuses années. Est-ce qu'on est au plus haut, enfin? On entend dire qu'une baisse de l'immobilier, demande Hervé, de 20 à 30% est escomptée par les professionnels, reflet de la baisse du nombre de transactions de 25% l'an passé. C'est sa première question. Est-ce que vous croyez justement à cette baisse des prix? On a des baisses des transactions, mais est-ce qu'on va avoir une baisse des prix dans l'immobilier? On a commencé à voir déjà de petites baisses des prix, bien évidemment pas partout. À mon sens, la baisse, elle paraît relativement inévitable, mais elle sera discriminante. C'est-à-dire qu'il y a des endroits qui ont déjà commencé à fortement baisser, qui risquent de baisser encore. Rappelons que dans les années 90, on a eu des baisses jusqu'à moins 40% sur certains marchés immobiliers. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la pierre, mais pas partout. Oui, un refuge ultime peut être une mauvaise affaire financière. Oui, alors ça c'est certain. Certain que la pierre, vous achetez un immeuble, un appartement en vous disant ça existera toujours, c'est vrai. Alors que l'action, la société peut faire faillite, mais il y a pratiquement autant de risques. Je crois que ce que disait ma voisine est très important. Il n'y a pas le marché de l'immobilier, il y a des marchés de l'immobilier, ça tous les professionnels vous le diront, presque rue par rue. Alors, il y a un immobilier qui est quand même extrêmement vulnérable, c'est l'immobilier qui a été fiscalement aidé, les fameuses lois Besson et suivantes. On a incité... Qu'on maintient avec du flot. Oui, qu'on maintient avec du flot, mais alors vraiment d'une manière tellement peu intéressante que c'est détourné, mais qu'on va relancer. Et alors cet immobilier, pourquoi est-ce qu'il est dangereux? C'est parce qu'on se retrouve dans une situation, on va dire, à l'américaine, c'est-à-dire qu'on investit, on donne un avantage fiscal aux gens qui investissent et qui font construire les immeubles, mais il n'y a pas en face l'évolution des salaires qui permettent de toucher des loyers. Parce que, et ça c'est donc très important, c'est cet immobilier. Donc ça veut dire que ça vous semble capé. C'est celui-là qui est vulnérable. Alors l'immobilier de grand luxe, Paris, les stations de sport d'hiver, la Côte d'Azur, lui est capé par autre chose. Il est capé par l'évasion fiscale. Par la pression fiscale, exactement. C'est qu'on a une pression fiscale. Alors, on voit bien que on parlait de la baisse des transactions. La baisse des transactions n'est pas sensible sur le très 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 haut de gamme, où là c'est effectivement les joueurs de football que le Qatar paye qui achètent les appartements. Mais en revanche, en dessous, c'est capé, mais l'immobilier, cet immobilier-là, l'immobilier cher, il s'est déconnecté des loyers. C'est-à-dire qu'on a eu une hausse qui est liée à la hausse des actifs. L'immobilier comme actif s'est valorisé et un divorce entre le loyer et la valeur. Alors ça peut exister, encore une fois, pour le haut de gamme, mais en revanche pour le moyen de gamme, pour tout ce qui a été aidé par la loi Besson, c'est effectivement très vulnérable. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait, Aurélie, sur l'immobilier? Si on anticipe, si on suit le raisonnement d'Hubert et qu'on anticipe plutôt une tendance à la baisse, est-ce qu'il y a des alternatives? Est-ce qu'on peut profiter de cette baisse de l'immobilier? Ou est-ce qu'il faut vendre vite? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si on est acheteur, à mon sens, on a deux solutions. Soit on n'est pas pressé et on attend, et on se dit pendant ce temps-là, je fais fructifier mon patrimoine autrement. Lorsque j'estimerai que la baisse est vraiment tangible, et bien à ce moment-là, je chercherai un bien de bonne qualité qui sera avantageux. Soit on veut investir tout de suite pour n'importe quelle raison qu'il soit, et auquel cas, on suit en fait les mêmes préceptes que d'ordinaire, c'est-à-dire qu'on est extrêmement attentif au lieu et au prix. Et ça, c'est si on est acheteur. Si on est vendeur? Si on est vendeur, il n'y a pas de raison de différer sa vente, ni non plus de l'accélérer. L'immobilier peut baisser, il peut baisser très violemment si les taux d'intérêt remontent. Là, on n'y est pas. Vraiment, on est en liquidité. Donc, il peut plutôt s'éroder. D'ailleurs, ce qu'on voit, c'est ce que disaient les professionnels, c'est effectivement baisse des volumes entraîne baisse des prix, mais il n'entraîne pas écroulement des prix, comme justement la fameuse chute de l'immobilier, notamment parisien, dans les années 91. Alors, une question de Frédéric. En l'état actuel de la situation, une stratégie patrimoniale consistant à investir en assurance vie sur fonds euros essentiellement, 50% de son patrimoine, le solde étant placé en immobilier à usage locatif pour un retraité de 61 ans, peut-elle s'avérer judicieuse? Alors, un exemple très concret, un retraité de 61 ans, il met 50% de son patrimoine sur de l'assurance vie fonds euros et le solde en immobilier. Qu'est-ce que vous pensez de cet arbitrage et cette répartition de portefeuille? Moi, j'ai envie de dire, ça dépend de la qualité de son fonds en euros. Dans l'absolu... Ça, c'est un bon point. C'est-à-dire que là aussi, il faut trier. Ah bah, bien sûr, on a... C'est quoi le critère?
Pour choisir la Oui, c'est le rendement, c'est quoi? Le rendement, surtout la régularité du rendement. Ça peut être les frais, ça peut être les options. Surtout quand on arrive quand on arrive à un certain âge, on peut anticiper transmission de patrimoine, sortie en rente, etc. Donc, important de s'intéresser à ce genre de choses. Donc, avant de savoir voilà, si c'est des bons choix, il faut que les produits, même le produit immobilier, qu'il soit de bonne qualité. Sur le rendement, par exemple, de l'assurance vie, cette année, on peut miser sur quoi, Hubert? Vous pouvez trouver des contrats avec bonne visibilité qui vont vous rapporter pas loin de 3,5%, ce qui est considérable, puisque c'est plus que le livret A qui lui-même est quelque chose de fiscalement très aidé. Et la moyenne est à 2,9 pour l'année passée. Donc c'est pas si mal. Ce qu'il faut, c'est ce que disait Aurélie. Donc ça reste un placement parce qu'on a eu une décollecte. C'est là où les professionnels comme Aurélie peuvent vous apporter quelque chose, parce que ce qui est important, ce sont les réserves mathématiques, c'est les plus-values que promène la compagnie d'assurance sur ce fonds-là. Et effectivement, c'est ce qui vous permet d'anticiper pour bénéficier de ce rendement. Alors sur notre auditeur, 50-50 assurance vie immobilier, ça a un défaut, c'est qu'il n'y a pas d'action tel qu'il le présente. C'est un placement très défensif en fait. C'est extrêmement défensif. Il est retraité. Et surtout, c'est ce qui a gagné précédemment. Donc il faut se méfier. Encore une fois, l'immobilier n'est pas loin d'être au plus haut, donc son immobilier locatif, il est fiscalement matraqué dans des proportions absolument considérables. Donc ça, c'est un gros problème pour avoir des revenus, ce qui n'est pas le cas de l'assurance vie. L'assurance vie est, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, avec le plan d'épargne en action, le fameux PEA et la résidence principale, un des 3 paradis fiscaux, entre guillemets, que les gouvernements successifs nous ont laissés. Et si on peut donner peut-être un autre conseil à Thierry, si jamais il est vraiment averse au risque et que finalement il se dit la partie hors immobilier, je veux qu'elle soit sécurisée, c'est peut-être, s'il a un certain montant à placer, de diversifier à minima les contrats et donc les fonds euros. En fait, Frédéric, vous avez compris, pas un seul contrat de fonds euros, diversifier ça. Bon, peut-être. Et le fonds, des fonds qui lui permettent de bénéficier de la croissance mondiale. La croissance mondiale, il n'y a que les actions pour en profiter. Donc sont quand même des fonds un peu arbitrés, je pense. Parce que c'est ce qu'on entend aussi de la part de tous les professionnels, et là je pense à ceux qui gèrent les actifs, 2013, l'année de la prise de risque, c'est-à-dire que pour avoir du rendement, en effet, c'était un peu ce que vous décriviez, il faut reprendre un peu d'actifs risqués. Ça, j'imagine, vous l'entendez aussi beaucoup, Aurélie, est-ce que vous souscrivez à cette vision? C'est difficile de ne pas y souscrire quand on regarde les performances de l'année passée, quand on regarde toutes les analyses de marché qui sont faites. Après, ce qu'il faut toujours avoir en tête quand on parle d'actifs risqués, c'est la proportion. La proportion dépend de tout à chacun, de son aversion ou de son engouement pour le risque, et dépend aussi de ses projets, du contexte patrimonial. Et de son âge, et voilà. Voilà. Maintenant, les obligations ont extrêmement bien fonctionné l'année dernière. Tous les gens qui étaient investis, notamment en SICAV, obligataires, en crédit, ont pu gagner énormément d'argent. Mais ça, Hubert nous dit que c'est pareil. Hein, voilà, c'est passé. C'est passé. Moi, je conteste la question prise de risque. L'année dernière, ce qu'il y a eu plus risqué et ce qui a rapporté le plus, c'était d'être dans des fonds obligataires qui ont acheté de la dette espagnole et de la dette italienne. C'était du risque. C'est pas parce que c'est un État à qui on prête que c'était plus risqué ou moins risqué que d'acheter de l'air liquide ou de l'Essilor. Donc, je conteste le fait que le placement obligataire soit un placement qui soit par nature moins risqué que le placement en action. Le placement obligataire est une dette. Il est censé être remboursé à la fin. Oui, sauf que reprêté aujourd'hui à des États qui, eux, n'ont pas les moyens de rembourser. On l'a vu avec la Grèce. Non, mais je conteste le fait qu'il n'y ait pas de risque sur l'obligation et qu'il n'y ait pas de risque sur l'immobilier, parce qu'il y a toujours un risque. Donc ça c'est le point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, quand tout est au plus haut, c'est encore une fois, tous les actifs sont presque au plus haut, il reste quoi? Il reste les actions, notamment les actions européennes, il reste un certain nombre de matières premières ou des producteurs de matières premières. On a une question de Jean. Quel placement envisager après 65 ans? Oui, c'est pas parce qu'on est à l'âge de la retraite bien sonné, même 65 ans, qu'il ne faut pas faire travailler son épargne et justement peut-être envisager une réallocation en fonction de l'âge qui avance. Comment est-ce que, en fait, on envisage ça? Alors, historiquement, on disait de manière très simple, vous avez en obligation votre âge en pourcentage. Vous avez 20 ans, vous avez 20% d'obligation, vous avez 65 ans, vous avez 65% d'obligation, et quand vous avez 100 ans, vous êtes totalement obligataire. Mais ça contredit ce que vous disiez avant. Mais donc, voilà. le drame, c'est que justement, tout ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire
le fait que les obligations ne rapportent plus rien, l'assurance vie est une petite exception et une petite poche très très intéressante, le fait que les obligations ne rapportent plus rien fait qu'il faut probablement être un peu plus offensif, un peu plus axé sur la croissance, sur les entreprises. Hein. C'est vrai, mais historiquement, pourquoi on en est là? C'est aussi à cause du vieillissement des populations qui ont de l'argent. Les populations qui ont de l'argent, ce sont les Américains, l'argent en bourse placé dans les placements, ce sont les Américains et les Japonais pour l'essentiel. L'assurance vie paraît effectivement être une bonne enveloppe pour ce monsieur qui pourra, en fonction... Donc répartir entre euros ou unité de compte, par exemple, déplacer le curseur. De son âge. Comment est-ce qu'on fait, si on s'intéresse, on parle de la bourse, qui peut en effet, qui est le placement à risque par excellence et qui permet en effet de faire miroiter des rendements comme ceux de 2012. Comment est-ce qu'on fait pour s'intéresser à ça? Est-ce qu'il faut y aller en direct? Est-ce qu'il faut y aller via l'assurance vie? Est-ce qu'il faut y aller via des SICAV? On peut faire tout ce qu'on veut. Ah oui. Comment est-ce qu'on choisit alors? Mon voisin a rappelé tout l'intérêt du PEA. Donc le PEA, c'est quand même une belle enveloppe qui permet d'investir en titre en direct comme en SICAV, mais exclusivement sur des marchés domestiques. Donc, et on rappelle le principe qui est donc exonéré après 5 ans de détention. De plus-value en fait. Voilà. Le plus important dans le PEA, après je laisserai Aurélie développer, le plus important dans le PEA, c'est que tout ce que vous gagnez, c'est-à-dire les dividendes ou les plus-values que vous avez, restent dans le PEA et ne sont pas imposés du tout quand vous retirez l'argent. Elles ne sont imposées que sur les prélèvements dits sociaux, CSG, CRDS, mais seulement à la sortie, ce qui fait que vos plus-values ou vos dividendes font des petits. Voilà. À condition de respecter 5 années de détention. À condition de respecter 5 années minimum, mais quand on achète des actions, c'est pas... Alors, SICAV. Donc voilà, donc pour le marché domestique, finalement, le PEA est un très bon outil. On peut placer, par exemple, jusqu'à la moitié de sa poche risquée via des fonds ou via des titres en direct, si on a l'envie et l'intérêt pour la bourse, pour la matière, pour s'intéresser quand même aux entreprises. Et puis l'avantage de l'assurance vie, qui me paraît être un bon complément, c'est qu'on peut aller sur des unités de compte, profiter de la croissance internationale, aller sur des marchés émergents, aller en Amérique du Nord. Et éventuellement, le jour où ce marché sera redevenu plus intéressant, sur de l'obligataire ou du crédit. Hubert, sur la bourse, c'est quoi les grands conseils? Vous êtes un grand spécialiste boursier. Les grands conseils, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête quand on se dit j'ai envie d'y aller? Aujourd'hui, ou d'y revenir. On a un peu de chance parce qu'effectivement, si Wall Street est au plus haut, ce n'est pas le cas de tous les marchés européens. C'est bien sûr encore moins le cas du Japon. Nous avons par exemple en France des champions mondiaux qui sont des champions qui captent une partie de cette croissance mondiale et qui captent les zones de croissance. Donc classiquement, bien sûr, le luxe, LVMH, Hermès, etc. Ça, c'est l'émergence de nouveaux riches, entre guillemets, en Inde et en Chine. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a une chance d'avoir une croissance, une manière de se placer, je dirais, sur des certitudes. Les grands groupes internationaux qui fixent leur marge, le pricing power, comme on dit sur les marchés financiers, c'est vraiment l'idée. Alors c'est valable bien sûr pour LVMH ou pour Hermès, mais ça va jusqu'à Essilor, qui est la star, ça va jusqu'à L'Oréal, qui a su avoir des marges à l'international. Le deuxième axe, c'est qu'il y a croissance. Les États-Unis sont en train de tirer la croissance du monde. Ça revient on révise en ce moment tous les 15 jours. L'immobilier a touché son point bas, le chômage redescend. Oui, l'immobilier repart. Et si la bourse américaine a monté depuis 5 ans, c'est qu'elle anticipe cette croissance. Et cette croissance est plutôt plus forte. Et ils ne savent pas très très bien faire la croissance à 2%, comme nous on sait si bien faire en Europe. Ils sont plutôt entre 3 et 4%. Rien, en fait. C'est plutôt tout ou rien. Et là, vous avez les grands groupes industriels avec pareil du pricing power, avec des marges qui savent se fixer. Nous avons des affaires aéronautiques. Moi, j'aime beaucoup Zodiac, mais il y en a d'autres. Il y a Safran, il y a Thales. Nous avons des affaires purement industrielles comme Nexans. Nous avons l'Air Liquide, qui est la star de l'épargne en action. Donc ça c'est la deuxième certitude. Alors après, vous avez des certitudes plus anecdotiques sur des marchés plus faibles. C'est le vieillissement. Ouais. Le renouvelable, l'énergie. Voilà, l'énergie, le vieillissement et le low cost. L'année dernière, il y a une très belle performance sur les SICAV qui ont mis des poches en low cost, notamment en Europe. C'est-à-dire des populations
qui soit s'appauvrissent, soit font plus attention. Ouais. Et bon, l'exemple, c'est toujours EasyJet contre Air France, etc. Mais c'est la même chose sur Lidl, qui a très bien marché, et beaucoup mieux que n'a pu le faire Casino ou Carrefour. Bon, ça, c'est l'intérêt de la matière boursière, vous le savez, c'est que ça permet de projeter sa vision de l'évolution du monde et puis de faire jouer sa curiosité et de tenter d'en profiter. On a une question d'Anne sur le rapport Berger-Lefebvre de l'assurance vie. Et ça nous ramène à ce contexte un peu plus hexagonal, avec des règles qui changent. On ne sait pas très bien à quelle sauce on va être mangé. Un rapport qui a été repoussé plusieurs fois, il doit sortir le 27 mars avec une problématique. Il faut financer les fonds propres, peut-être des PME, le non-coté. Bon, qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on peut... Ça concerne l'assurance vie. Hein, alors déjà, croisons les doigts pour le 27 mars, puisque c'était prévu pour le 15, ça a été reporté. Enfin bref, c'est un rapport qui est attendu... C'est pas le 27 mars de quelle année donc, Oui, c'est ça. C'est ça. Donc c'est attendu vraiment ce rapport comme le Messie. Il ne faut peut-être pas lui donner trop d'importance. Il y a beaucoup de pistes qui ont été explorées. L'assurance vie, bien évidemment. On pourrait voir une refonte ou une révision de l'avantage fiscal de l'assurance vie. Ce qui se dit, c'est que peut-être que... de la durée. C'est ça. Aujourd'hui, au bout de 8 ans, lorsque le contrat est âgé de 8 ans, donc le contrat et pas les sommes qui sont versées, on bénéficie d'une sortie avec un taux d'imposition qui est quand même très limité à 7,5% après des abattements. Donc on peut sortir presque défiscalisé, hormis les prélèvements sociaux. Ça pourrait changer, ou ça pourrait ne plus être 8 ans, mais peut-être 10 ans, 12 ans. Peut-être aussi, encore que je pense que ce ne serait pas très populaire, on pourrait voir une proposition visant à dire c'est désormais plus l'âge du contrat qui est important. Mais l'âge du souscripteur. Non, l'âge des sommes. Parce qu'aujourd'hui, vous ouvrez un contrat, vous mettez 1 000 € dessus, vous attendez, et puis quand vous avez de l'argent à défiscaliser, vous le mettez sur votre fonds en euros, et puis vous sortez progressivement. Donc on pourrait essayer de sortir de ces biais-là via ce rapport. Il y a également effectivement le financement des PME qui a été évoqué. Est-ce que ça via risque l'assurance de vie perturber tout l'écosystème, ou est-ce qu'au contraire tout sera fait pour que ça ne soit pas un électrochoc, encore une fois un de plus, et que ça vienne encore tétaniser un peu plus les acteurs économiques? Alors difficile de savoir. Karine Berger a dit plusieurs fois dans la presse qu'il ne s'agissait pas de tout bouleverser. Bon, est-ce que, voilà, il reste à voir maintenant ce qu'elle appelle bouleverser ou pas. Ouais. Mais ce que je crains, c'est qu'on a aussi parlé donc, des PME, de l'immobilier à financer via l'assurance vie. À un moment, on ne pourra pas tout financer via l'assurance vie. On a d'une mauvaise foi complète. Il y a un fantasme sur les milliards, mais les milliards, ils servent à une chose, c'est à financer l'État français. Alors, on est bien à l'admiration devant les Japonais, parce que les Japonais possèdent leurs dettes, les Italiens possèdent leurs dettes, et on dit les Français, c'est normal que ce soit la caisse des enseignants de la Californie qui possède la dette. Non. Ce qui est important, l'assurance vie a été aidée historiquement pour financer le déficit français. Vouloir prendre cet argent pour tous et n'importe quoi, c'est possible, puisqu'on est dans une schizophrénie fiscale un peu invraisemblable. Et vous citiez Karine Berger qui, il y a 2 ans, expliquait qu'il fallait justement de la stabilité dans la fiscalité de l'épargne. Mais le président de la République aussi le rappelait, il faut de la stabilité. Mais donc, moi, je crois personnellement qu'on va échapper au pire sur l'assurance vie, parce que c'est trop d'argent. C'est trop de besoins du Trésor, et ça c'est quand même la direction du Trésor est quand même très puissante dans ces affaires-là, et troisièmement, c'est une impopularité absolument crasse. Bon, rendez-vous le 27 mars, on en saura plus, on ne va pas faire trop de spéculation. Vaut-il mieux investir, une question de Rick, dans un FCPI ou dans une LMNP, un loueur meublé non professionnel? Est-ce que vous avez des lumières à nous apporter là-dessus? On revient sur le marché immobilier. Peut-être un FCPI Non. Ou un SCPI. C'est SCPI, c'est une société. D'accord. L'un des éléments parmi tant d'autres qui peut être différenciant entre les autres, c'est que la SCPI est accessible avec des montants d'investissement beaucoup plus faibles. On peut investir dans des SCPI avec des budgets qui ne permettent pas d'acheter un appartement. 1 000 € par exemple. Voilà, ou 10 000 ou 30 000. Donc ça dépend un peu déjà de son budget. Ouais. Sur le loueur meublé, il faut faire très attention à tous les placements fiscaux. Alors, il faut faire attention à cause des variations fiscales, et parce que derrière le placement fiscal, la personne qui vous le vend a une certaine tendance à prendre une partie de la marge que donne la puissance publique via la loi de finances. Les exemples typiques, ça a été les lois Malraux à un certain moment, des choses de genre. Il faut se méfier du placement fiscal. Le loueur meublé professionnel, c'est un statut qui est intéressant, mais d'abord, il peut être remis en cause tout le temps. Et par ailleurs,
sachez que vous avez, c'est toujours mon tropisme, vous avez sur les marchés financiers des actions immobilières qui vous rapportent du rendement et qui évoluent et qui sont vendables tous les jours, ce qui n'est pas forcément le cas des SCPI. Ce qu'on appelle la pierre papier. La pierre papier. C'est une question d'ailleurs d'une internaute aussi qui nous relance là-dessus. Ça vous semble intéressant en ce moment, je veux dire, en 2013, pour 2013, de la pierre papier. De la pierre papier. Dans le contexte immobilier qu'on a rappelé. Alors, justement, la pierre papier, aujourd'hui, ce n'est pas de la pierre papier sur de l'immobilier d'habitation qui a des problèmes pour avoir des loyers. C'est de la pierre papier sur des centres commerciaux. Alors, bien sûr, on a le leader qui est Unibail-Rodamco. En France, ce qui est absolument magnifique, mais comme on le dit souvent, il y a une très très belle immobilière qui s'appelle Aéroport de Paris, ADP, qui possède du foncier, qui possède des revenus réguliers et qui possède peut-être le plus beau centre commercial pour les gens qui ont un haut niveau de vie qui soit, puisque quand vous êtes bloqué à attendre un avion, vous êtes quelqu'un qui a de l'argent et qui n'avait rien d'autre à faire. Le consommateur idéal. Et la SIIC, la société d'investissement, la SIC, la fameuse SIC, Société d'investissement immobilier cotée. C'est pas un mauvais placement en soi. Il faut étudier chaque entreprise au cas par cas parce qu'en fait, il y en aura des bonnes comme des mauvaises. Avec le bémol que ces entreprises-là sont plus éligibles au PEA. Donc c'est quand même un bémol. Et puis il y a eu ces années financières, parce qu'il y a eu des spéculations telles à un moment que vous avez des sociétés qui sont complètement déséquilibrées par leur actionnariat. Le cas étant typique étant Gecina, qui a été une victime collatérale de l'éclatement de la bulle immobilière espagnole. Donc c'est de l'année financière, là c'est vraiment titre par titre, je crois qu'Aurélie a raison. Un mot de l'or, tiens, on a une question sur que pensez-vous du cours futur de l'or? Faut-il investir dans les mines d'or? Donc voilà, il faut rappeler qu'il y a deux ors, deux marchés de l'or, il y a l'or physique et puis l'or papier là aussi, comme il y a la pierre physique et la pierre papier. Hubert, je sais que vous avez des avis très tranchés, on va demander à Aurélie. Alors je vais commencer. Ça va être commencé en effet. Alors sur l'or physique, il y a encore pas si longtemps que ça, on entendait notamment des gérants, des banquiers privés, des gens très aguerris sur le sujet qui anticipaient 3 000 $. Voilà, sur l'or. Aujourd'hui, on est bien en dessous des 2000. On est à la moitié pratiquement. Voilà, effectivement, pas loin de la moitié. Je pense que l'or... Enfin, pour un investisseur particulier, il faut être extrêmement méfiant parce que c'est un... Là, je vais faire un petit peu de pédagogie, ça ne rapporte rien. Oui. Donc, si on investit sur l'or à titre spéculatif pour espérer une plus-value, je pense que ce n'est pas forcément le bon moment, à moins vraiment de se dire ça remontera dans 10 ans. Oui, mais bon, voilà, il faut le savoir qu'il ne faut pas être pressé. Et puis, si c'est uniquement pour l'aspect refuge, se dire si tout s'écroule, si la zone euro s'écroule, si les marchés s'écroulent, j'aurai au moins de l'or chez moi sous mon matelas. Oui, pourquoi pas, mais en proportion aussi vraiment minime. Alors si tout s'écroule, l'or montera, mais ça c'est de l'or vraiment physique, c'est-à-dire que vous prenez votre Napoléon pour aller acheter votre beefsteak. Là, on n'en est pas là. Alors moi, je suis plus optimiste sur le marché de l'or. L'or, qu'est-ce que c'est que l'or? C'est la mesure de la richesse. Ça existe depuis que les hommes sont les hommes. Donc effectivement, ça a comme particularité un peu étonnante, c'est que cette mesure de la richesse, elle ne varie que très très brutalement. Donc elle monte très brutalement, elle peut baisser brutalement. On a eu une très très forte valorisation dans les années... je dirais dans les années 2000, de l'or. Donc là, effectivement, comme les boursiers aiment bien prolonger les courbes, quand on est à 1500, on passe 1800, puis 2000, puis 3000. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre dans l'or, c'est que c'est un marché dans lequel, quoi qu'il arrive, la demande excède la production. La demande excède très largement la production. L'or profite de quoi? Il profite de l'enrichissement de la Chine et de l'Inde. C'est pas la peine de... Les banques centrales ne vendent plus. Donc la Banque centrale américaine a beaucoup incité, notamment la Suisse et l'Angleterre, à vendre de l'or pour acheter des bons du Trésor américain. Il n'y a plus de vente des banques centrales, il y a même des achats des banques centrales, de la Chine bien sûr, parce que la Banque centrale chinoise achète toute la production d'or de Chine. Donc déjà, ça rince, donc vous êtes plutôt confiant sur la hausse des prix. L'or, c'est corrélé à quoi? C'est corrélé à la taille du bilan de la Réserve fédérale. Donc la Réserve fédérale met de l'argent, l'or est plutôt haussier. Mais il est plutôt haussier sans que le fantasme du doublement rapide ne soit là. En revanche... Avec aussi un bémol, c'est que ces dernières années, je ne sais pas si c'est l'offre et la demande qui a fait l'évolution du cours de l'or, ou plutôt une peur énorme de l'avenir qui a incité les gens à aller sur ce Il y a eu effectivement l'or totalement papier, c'est-à-dire que notamment à travers les fameux ETF, ETP, qui ont créé une demande et qui ont créé un stock qui
est plutôt sorti, qui est plutôt qui se en train de dégonfle. sortir. Mais il y a toujours 15 000 mariages par mois en Inde, etc. Ouais. Et on offre toujours de l'or. Alors, il y a quelque chose qui, Alors, en revanche, a papier fait l'inverse ou de l'or. physique? Alors, le papier. Bon, le physique, ça, si vous achetez de l'or physique, c'est pour pas le vendre, c'est pour l'avoir le jour où Le ça sera mettre au légal. coffre. Bon, alors ça c'est un cas très particulier. Il y a une fiscalité qui est extrêmement difficile, puisque soit vous payez les plus-values, soit vous payez 8%, vous payez cher le prix de l'anonymat. L'or papier, il y a 2 or papier par conséquent. Il y a l'or papier qui est les fameux ETF, c'est-à-dire que vous achetez une once, vous achetez à une banque un contrat sur une once et vous le revendez. Bon, c'est quand même un risque bancaire, donc c'est pas de l'or. Hein. C'est un contrat bancaire, et puis vous avez les producteurs qui sont les mines. Alors les producteurs qui sont les mines n'ont pas du tout profité de la hausse des 6-7 dernières années. C'est pas logique ça? Ah, c'est pas logique. Elles sont devenues folles. Il y a eu d'abord des opérations de fusion et acquisition absolument colossales. Donc pour vous dire, les 5 plus grandes mines ont viré tous leurs patrons dans les 18 derniers mois. Hein. Ça, c'est pas bon signe. Moi, je n'investirais pas, mais... C'est justement, on a des nouveaux patrons. Et l'or est effectivement passé de 1200 $ l'once à 1800, puis à 1500. Et pendant ce temps-là, le prix de revient de l'once extrait par les mines d'or a aussi beaucoup monté. Aujourd'hui, il est aux alentours de 1100. Nous sommes dans une nouvelle ère, puisqu'ils ont viré tous les patrons. Il y a à nouveau du rendement du dividende, ce qui est quand même plus important, parce que quand vous êtes propriétaire d'une mine, si je prends de l'or et que je le vends, il faut que je touche quelque chose dessus. Donc ça c'est le premier point. Il va y avoir un point sur le prix de l'or extrait. On est probablement dans un ratio or-mine qui est très bas, et même si l'or devait un peu baisser, il est probable que les mines monteraient. Donc, en revanche, si l'or devait mine. monter, juste schématiquement, prix de revient en 100, ils vendent 1500 aujourd'hui, même ou 1600. S'ils vendaient 2000, évidemment, les marges ne font plus que doubler. Alors, plusieurs questions qui nous arrivent. Qu'en est-il du PERP? Un conseil, ça tombe bien. On a une autre question sur le PERP aussi qui nous était parvenue un peu avant. Alors là, c'est un peu plus technique. J'ai lu sur une revue financière qu'un retraité peut ouvrir un PERP, on rappelle, un plan épargne retraite populaire jusqu'à l'âge de 73 ans. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'il faut savoir sur le PERP? Je vois que vous haussez les sourcils tous les deux. Il faut savoir qu'on a des experts. On a des experts Before Bank qui peuvent répondre après l'émission et qui vous contacteront pour aussi vous donner des précisions. Donc retour sur le site Before Bank, vous aurez peut-être des précisions si on n'arrive pas ici à y répondre directement. Mais globalement, alors sur le PERP, au-delà des 73 ans, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que c'est un produit retraite qui présente un certain nombre de qualités, notamment de défiscalisation, et surtout un gros inconvénient, à savoir que c'est un produit tunnel. Donc quand on souscrit, on souscrit jusqu'à la date de sortie. Et on est engagé. Voilà, on n'a aucune possibilité de sortie. Donc ce sont des décisions à mûrement réfléchir. Sur l'âge, je ne savez pas, on verra. C'est une colle. À moins qu'Hubert ait des Non, lumières. j'ai pas d'idée. Bon, alors, les ça paraît spécialistes... contraire au principe, mais on est avec le PERP, Oui. avec le PERCO sur des produits retraite, des normalement. produits retraite, mais dont chaque année à la marge, on change une petite virgule du décret, et ce qui fait qu'on ne sait jamais très bien où on en est. On nous demande des nouvelles des livrets dans tout ça. Ah. Le livret. Nous avons une Est-ce spéciale. que c'est encore quelque chose qu'il faut regarder en 2013? Alors il y a livret et livret. Il y a le livret A qui a beaucoup d'aficionados et les livrets fiscalisés. Donc si on parle de l'épargne de précaution, le livret rémunère aujourd'hui, je le rappelle, et depuis le 1er février, 1,75%. Bon, on anticipe une inflation sur 2013 de 1,3%, donc on gagne un petit peu sur le livret A. Déjà, on ne perd pas. On ne perd pas, voilà, on protège son épargne, c'est entièrement liquide, c'est une rémunération assurée, c'est garanti, bon voilà, c'est défiscalisé bien évidemment. Donc les livrets, c'est bien pour de l'épargne de précaution. Maintenant, le gros problème des livrets, c'est que souvent on a tendance à prendre un livret A, puis après un LDD, et puis après on se dit qu'on va peut-être ouvrir un livret A à ses enfants, parce que comme ça on va mettre un peu plus d'argent dessus. Et puis après, on prend un livret fiscalisé. Il faut faire attention à ne pas mettre toutes ces économies sur les livrets. Pourquoi? Parce que ça rémunère 1,75 et pas plus. Donc on ne peut pas faire croître son patrimoine avec une stratégie de livret. Et surtout, si on pense à la retraite, aujourd'hui, je lisais que selon un sondage, il y a, je crois, 80% des Français qui investissent dans des livrets ou des comptes courants en prévision de leur retraite. Donc, c'est vraiment des produits qui ne sont pas faits pour ça. Un couple avec un LDD chacun, un livret A chacun, peut déjà
mettre de côté 70 000 €. Ça me paraît amplement suffisant. C'est pas la peine d'entasser et de renchérir avec des livrets. Sinon, c'est comme de mettre de l'or sous son matelas. Il ne faut pas que le matelas monte trop haut, on risque de se cogner. Alors, sous le matelas, ça a rapporté à un moment quelconque énormément d'argent à des gens. Avec le livret, ça n'a jamais rapporté beaucoup, à part à l'État. Alors justement, c'est intéressant, on a un sondage qui a été diffusé pour Before Bank sur le site Mieux vivre votre argent, auquel Aurélie, vous collaborez. Quel placement allez-vous privilégier en 2013? Et on a les réponses. Livret A 25%, assurance vie 32%, bourse 27%, super livret 4% et immobilier 12%. On fait un beau patrimoine avec ça. C'est en fait, c'est toujours ça le message clé, il faut diversifier. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a très peu de super livrets, comme les super livrets ont une fiscalité qui est totalement confiscatoire. Là, on est dans le négatif pratiquement après inflation. C'est la bonne nouvelle, c'est que les épargnants, les clients de Before Bank, ou de mieux vivre, ont réussi à le comprendre. Oui, peut-être une dernière information sur le livret A. Ce qui compte en ce moment pour la détermination du taux, c'est l'inflation hors tabac. L'inflation hors tabac, le dernier chiffre connu est de 0,9% sur 12 mois. Autrement dit, si aujourd'hui on révisait le taux du livret A, on tomberait à 1,25. Ouais. Donc on perdrait un demi-point de rémunération. La prochaine révision obligatoire, elle est en août. C'est pas exclu qu'en août on perde encore au minimum un quart de point. Et l'inflation n'est pas un problème quand on n'a pas de croissance, c'est comme la pression artérielle quand on est anémié. Marie, qui nous pose une question sur ce qui se passe en Grande-Bretagne, où le ministre des Finances, le chancelier de l'échiquier, comme on dit là-bas, a décidé d'aider les primo-accédants pour se loger. Le président de la République s'est exprimé un peu sur ce sujet aussi de l'immobilier ce matin, mais sans remettre le PTZ+, le prêt à taux zéro aux primo-accédants. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à faire? C'est tout le débat sur comment est-ce que la fiscalité doit jouer un rôle sur l'immobilier avec les conséquences sur les prix. C'est exactement ça. Les prix étaient quand même trop élevés par rapport à l'évolution des prix était trop élevée par l'évolution des loyers, ce qui veut dire que les gens n'avaient du mal à acheter pour eux-mêmes. Et qu'on se retourné via les lois par des gens qui achetaient pour louer. Et ça décale le problème. Ça décale le problème. Ouais. Donc la question, est-ce que c'est le modèle britannique ou le modèle français les Britanniques, je veux dire, reprennent un vieux modèle français qui date quasiment de la création du livret A. Et qui n'a pas si bien marché que ça, c'est ce que j'entends dans votre analyse. Si, les Français sont beaucoup propriétaires. Et j'insiste, je le disais tout à l'heure, la résidence principale est des rares paradis fiscaux qui restent en France, parce que sur votre résidence principale, vous ne payez pas sur le revenu c'est le fait de l'occuper, donc vous ne payez pas d'impôt sur le revenu, alors que si vous êtes propriétaire d'un portefeuille ou d'un livret, et que par ailleurs vous payez 2 fois l'impôt, ça c'est le premier point. Le deuxième point, vous êtes quand même exonéré très largement des plus-values. Oui, le Français est déjà un propriétaire terrien dans l'âme, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de le pousser beaucoup pour qu'il ait envie, en tout cas, d'investir dans sa résidence principale. Donc c'est pas la peine de l'aider davantage. Aujourd'hui, le problème, il est davantage dans l'incertitude. Voilà, il faut des primo-accédants. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, comme poche d'investissement, l'immobilier est trop cher par rapport à l'évolution des revenus des ménages. Et ce qui est vrai, c'est que voulant bien faire, les lois Besson, etc., c'est justement pour qu'on construise. Et on a construit des immeubles qui demandent des loyers qui sont finalement aussi élevés que si les gens avaient dû les financer eux-mêmes. Je reviens à une question d'Hervé qui nous en avait posé plusieurs. Depuis plusieurs mois sont apparus des fonds euros dans lesquels l'assureur investit dans l'immobilier de rendement. Que pensez-vous de ces fonds euros aux frais souvent élevés, précise-t-il? Donc on est à la frontière des deux. On est dans un produit d'assurance vie fonds euros avec comme sous-jacent de l'immobilier. Oui. Il y a des avantages et des inconvénients. Vous avez l'avantage du fonds en euros, c'est-à-dire que vous avez la garantie et puis un rendement quasi certain, plus ou moins important. L'inconvénient à mon sens, c'est qu'on investit dans un placement immobilier en notant peut-être un peu la dimension immobilière de son esprit, alors qu'on va peut-être être investi en immobilier par ailleurs. On est déjà redondant, ça fait beaucoup d'immobilier. Est-ce que c'est la peine d'avoir un fonds en euros immobilier? Il vaut mieux un fonds en euros bien géré, qui prend un peu d'immobilier, qui prend un peu d'actions, mais qui est bien sûr la dominante obligataire. Je pense que c'est ça les sélections de fonds en euros que présentent. C'est s'exposer encore un peu davantage au risque immobilier. Même si en ce moment, ce sont des fonds qui offrent des rendements très intéressants. Puisque ça marche. Une question d'Alexis, que pensez-vous de l'investissement en parking? Bien plus sûr et rentable selon lui que l'immobilier pur.
L'investissement en parking, c'est bien, notamment pour des gens qui ne peuvent, soit sont déjà équipés de leur résidence principale, soit ne peuvent pas investir. Oui, c'est un bon placement. Il faut, comme tout, bien choisir son emplacement pour être sûr de pouvoir louer. Mais dans des régions à forte demande, c'est un bon investissement. C'est un investissement qui est fiscalement soutenu, puisqu'il est soutenu par le taux des contraventions. Donc c'est un bon investissement. Voir des rives, si on habite à Paris, il y a des travaux sur les rives il y a de l'inflation de la Seine. Sur le sujet. Est-ce que vous avez, au-delà de ce qu'on s'est dit dans le détail et des questions très pratiques qui nous sont remontées, est-ce que vous avez des conseils un peu globaux par rapport à ce contexte 2013 ? J'ai presque envie de vous demander, vous Aurélie, qu'est-ce que vous faites de votre épargne ? Comment est-ce que vous... Alors, portefeuille d'Aurélie. Je ne vais pas vous donner tous les détails. Pas en valeur absolue, mais disons la répartition. Non, ce que je voudrais dire, et le message qu'on essaye de faire passer aussi chez Mieux Vivre Votre Argent, c'est que, certes, on a passé des années difficiles pour les gens qui étaient investis en bourse, que ce n'est pas une raison pour jeter le bébé avec l'eau du bain, si je peux me permettre de dire ça. Parce que c'est ce qu'on entend, hein, les gens se disent alors moi, oui, mais c'est ça, on a perdu la moitié des actionnaires individuels en l'espace de quelques années. Mais ce qu'on peut faire aujourd'hui, même pour les gens les plus rétifs, et là je parle vraiment du minimum, c'est se dire, plutôt que d'aller acheter des produits garantis, plutôt que d'aller sur des livrets qui ne rapportent rien, garder une portion à mettre en action via des UC, via un PEA, via ce qu'on a dit tout à l'heure. Cette portion, si on met ne serait-ce que 10% de son patrimoine sur des actions, on risque peu de choses à la fin de l'année parce que même si les marchés dévissent comme en 2008, vous avez les 90% à côté qui vont être garantis, qui vont rapporter entre 2 et 3%. Donc le message, c'est n'oubliez quand même pas les marchés financiers. Il ne faut pas diaboliser. Oui. Et quand on a un peu de temps devant soi, au moins 10% et voire beaucoup plus pour des gens qui ont du temps devant soi, qui envisagent de préparer leur retraite. Hubert, j'imagine que vous êtes raccord avec ce propos. Oui, je suis assez raccord. La première chose, c'est la résidence principale, comme on l'a dit. C'est pour des tas de raisons, et notamment fiscales. Et derrière, dans l'épargne financière, en avoir, et avoir plutôt des actions que des obligations. Donc plutôt du PA que de l'assurance vie. Et puis, donc, deux poches qui, moi, m'intéressent. La poche de l'or, comme je l'ai dit, que je joue plutôt à travers les mines cette année qu'à travers l'or. Et la poche des obligations convertibles. Alors, il y a des fonds ici spécialisés. Et c'est une poche qui est très intéressante, parce qu'elle est quand même très sécuritaire, puisque vous bénéficiez de ce qu'on appelle le plancher actuariel. Donc, vous êtes à la fois une action et une obligation. Si ça marche très bien, si la société va très bien, vous avez une action, vous bénéficiez de son cours. Sinon, vous êtes a priori garanti. Mais vous êtes d'accord avec ce message aussi, plus d'allocation d'actifs en direction des actions, plus de bourse en fait. Plus de bourse. J'imagine que plus de bourse. C'est vraiment un moment. Non, mais on regarde les flux. Les flux des particuliers viennent vraiment souvent trop tard. Donc aujourd'hui, on est après 8 mois de hausse, 8-9 mois de hausse depuis le bas touché fin juin. Aux États-Unis, on est après 5 ans de hausse, et c'est maintenant que les flux reviennent vers les actions. Donc n'attendez pas 5 ans, venez maintenant plus davantage sur les actions. Il n'est pas question de prendre des risques les plus fous. Une question intéressante de Morgane. Que pensez-vous de l'investissement en vin fin ? Et je la prolonge parce qu'on voit en effet fleurir des solutions, alors Internet peut-être aidant, mais d'investissement que je vais qualifier d'exotique, de plaisir, je ne sais pas, en montre, en voiture de collection, en vin fin en l'occurrence. Est-ce que vous avez des avis là-dessus, Aurélie ? Je pense que sur le vin, comme sur pas mal d'investissements plaisir, il faut avant tout se faire plaisir. C'est-à-dire que si on être prêt à boire sa cave, exactement. C'est-à-dire que si on fait un stock de vin vraiment physique, il faut se faire plaisir. Il faut se dire que au pire, ce sera une cave constituée. Voilà. Ouais. Hubert, le vin. Est-ce qu'on investit dans le vin ? Je partage complètement cette opinion. On disait toujours aux gens qui faisaient de l'immobilier loi Besson, allez dans l'appartement et d'où est-ce que moi j'y habiterais ou est-ce que mes enfants y habiteraient ? C'est la même chose. Si vous achetez un tableau, est-ce que ce tableau, je peux le voir et je serais content de le voir ? Si j'achète du vin, c'est la même chose. Alors,
le vin, pourquoi le vin ça a très bien marché ou c'est en train de très bien marcher? C'est toujours pareil, c'est les populations des nouveaux riches de l'Inde et de la Chine qui se sont mis sur ce qui est considéré comme ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire les vins italiens et les vins français. Donc effectivement, on est porteur, c'est pas très très différent du concept d'acheter de l'or ou d'acheter certaines collections de tableaux modernes, mais c'est quand même plus sûr puisque c'est très répertorié, notamment le Bordeaux bien sûr, plus que le Bourgogne qui est un vin un peu plus compliqué. Mais donc ça reste aussi parfois une bonne idée de se faire plaisir et éventuellement en profiter. Il y a le cas classique d'acheter en primeur. Quand on vous le propose, vous en avez plein les journaux au moment où les prix sont commercialisés, d'acheter 24 bouteilles et de revendre au moment où on va vous les livrer 12 bouteilles et vous avez presque 12 bouteilles de très grand vin dans votre cave que vous avez pour rien. Tiens, une précision de François Dumont qui nous explique que pour le PERP, il n'y a pas de condition d'âge spécifique, même si le produit s'adresse particulièrement aux personnes en activité. C'est par principe un investissement long terme en vue de préparer sa retraite, mais ce qu'on entend, c'est qu'on peut la préparer après l'âge de la retraite. Si on ne l'a pas fait avant. Si on ne l'a pas fait avant ou si on a envie de se tourner vers ce type de placement. On va conclure cette émission, mais je voudrais un mot de conclusion globale, si on devait retenir une idée forte de cette conférence live, ce serait laquelle? On peut dire qu'il y a pas mal d'incertitudes sur les mois à venir en termes de révision des produits, encore peut-être de fiscalité un petit peu, notamment avec le rapport dont on a parlé. Que je pense que ce qui est bien pour les gens qui nous écoutent et les gens qui nous lisent, c'est de s'extraire un peu pas complètement, quand même de rester informé, mais de s'extraire un peu de tout ce qui se passe, des bruits. Pas facile, hein? Pas facile, mais de garder en tête quelques règles de gestion saine de patrimoine, la diversification, mettre un petit peu sur l'horizon d'investissement, mettre un peu sur les actifs risqués et que si on suit ces règles, normalement, à long terme, on ne peut pas faire de grosses erreurs. Bon, Hubert, un conseil que vous donneriez à ceux qui ont participé à cette conférence live? On sort d'années de crise qui ont été jusqu'à la crise systémique et avec la zone la plus riche du monde qui était l'Europe au centre. On voit que les crises systémiques sont sorties. On est dans un autre domaine, on est dans le domaine de la guerre des monnaies. Donc c'est pas sur les monnaies que vous allez gagner de l'argent. Donc c'est assez peu sur les taux. Sur les taux, on est en guerre des monnaies, c'est extrêmement compliqué. En revanche, on voit qu'il y a de la croissance. Donc chercher à capter la croissance mondiale. Alors effectivement, on peut dire qu'acheter du vin, c'est chercher à capter la croissance mondiale. Mais capter la croissance mondiale, c'est être associé quand même essentiellement dans les entreprises, c'est-à-dire en augmentant votre poche action à l'intérieur de votre épargne. Et bien voilà, ainsi s'achève cette conférence live Before Bank, où et comment placer votre argent. Merci beaucoup Aurélie Fardeau, merci beaucoup Hubert Tassin d'avoir participé, d'avoir éclairé ce débat. Ceux qui voudraient en savoir plus peuvent se rapporter bien sûr aux colonnes, au site Mieux Vivre Votre Argent. Et si vous avez des questions subsidiaires, bien sûr, les experts de Before Bank sont là pour y répondre sur leur site également. Merci à tous, à très bientôt.